magazine pluriel. Etienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Les populations et natifs de Tchévié sont en fête. Ils célèbrent Aïzan ou fête du haricot. L'apothéose de ces retrouvailles a connu la présence du chef de l'État fort et Swazom Nanya Zingbi. La communauté musulmane célèbre, elle, la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. À la veille de ce rendez-vous, le chef de l'État félicite ses frères et amis du monde musulman et appelle au renforcement de la coopération bilatérale. Les armes tuent et les accidents de la circulation aussi. Plus de 3000 accidents et 354 décès. Le bilan au premier semestre de l'année 2019 est bien lourd. Le ministre Yak Damham de la Sécurité et de la Protection civile était hier face à la presse. Il est l'invité de notre journal. 17 milliards de francs CFA, c'est la somme payée par 5 faussaires à l'office togolais des recettes hôtelières. Ils sont accusés de détournement de deniers publics. Hélène Assabi nous en parle dans Écho du Palais. À suivre aussi les autres rubriques, les échos du Palais et les sports. C'est donc sous le thème Aïzan et le développement local que les natifs et populations de Tchévié célèbrent Aïzan édition 2019. Invité d'honneur à cette édition, le chef de l'État fort et Swazom Nanya Zingbi, entouré de ses proches collaborateurs. Nous appelons depuis le stade Dr Carlo de Tchévié, Gabriel Aïdna, notre envoyé spécial sur les lieux. Allô Gabriel. Alors Etienne Nabédé, vous l'avez souligné, l'invité de marque de cette 49e édition de Aïzan, c'est bien sûr le chef de l'État, fort Swazom Nanya Zingbi. À l'heure où nous vous parlons, le chef de l'État a quitté les lieux, et de même que ses collaborateurs, comme vous l'avez dit, et actuellement la population est en train de quitter les lieux au même moment, comme nous le disions. Pour l'histoire, il faut retenir que déjà en 2016, le président de la République était annoncé ici même pour l'apothéose de la fête. En 2016, il n'était pas là. Et en 2018 également, l'année passée, il a été annoncé. Et cette année, la pioche a été bonne. Vous l'avez dit tout à l'heure, Étienne, il est arrivé. Et pour la population de Zior, c'est un grand événement. Et nous sommes avec M. Agbabou Pierre Yao. Il est le vice-président du comité exécutif de Aïzan 2019. Alors, monsieur Agbabou, bonjour. Bonjour, chers amis, et bonjour à vos auditeurs. Alors, comme je le disais, pour une troisième fois, cette fois-ci c'est la bonne, le chef de l'État, Fort Gnassingbé, était présent à cette édition de Aïzan 2019. Pour vous, peuple élevé de Zior, qu'est-ce que cela représente pour vous? Cela représente un événement de taille. D'autant plus qu'en 49 éditions, et par 2 fois déjà raté, c'est la première fois donc que le chef de l'État nous a fait l'insigne honneur de sa présence effective à cette cérémonie qui marque l'apothéose de la 49e édition de la fête d'Aïzan. C'est tous les fils et toutes les filles d'Izior qui s'honorent de cette présence parce que ça n'arrive pas tous les jours. Nous sommes honorés, nous en sommes royalement fiers. Voilà, et à la cérémonie apothéose, nous avons vu pas mal d'activités, pas mal d'événements, et il faut souligner qu'il y a des faits qui vraiment ont marqué toute l'assistance et le président de la République lui-même, au rang desquels on peut citer la démonstration de l'exode des peuples privés de Agogo jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet exode? Ce qu'on peut retenir de cet exode, c'est que c'est cet événement qui marque aujourd'hui, c'est grâce à cet événement que la fête Aïzan a lieu aujourd'hui. Parce que quand nos ancêtres avaient quitté Agogo, ils sont arrivés à un lieu où il fallait qu'ils s'organisent. C'est des groupes humains qui doivent s'organiser en société. Donc, ils ont été des agriculteurs, des chasseurs pour la plupart. Donc, ils ont fait la semence du haricot, qui est, en effet, c'est Aïe. Et c'est cette semence-là qu'ils attendaient. Un groupe s'est dit non, notre objectif c'est d'aller plus loin qu'ici. On ne va pas s'arrêter ici parce que
le monsieur que nous avions fui, Il peut arriver. il peut arriver à tout moment. Et donc, il faut qu'on aille plus loin. Mais un groupe a dit non, il faut que la semence croisse un peu à Yannet Kévier. Et c'est ça qui va donner naissance donc à Kévier. Et c'est en mémoire, en souvenir de cet événement-là qu'aujourd'hui nous fêtons la fête qu'on appelle Aïssa. Et donc pour nous, ça revêt un cachet spécial. Et cet événement a fait donc l'objet d'une démonstration spéciale que nous appelons la démonstration de l'exode du peuple évé de Kévier depuis Agogo. Donc ça a été un point d'ordre de cette cérémonie d'apothéose devant le chef de l'État qui, comme vous le dites, a vraiment apprécié. Voilà, et à Gobozon 2019, c'est également l'actualité. Nous nous rappelons, le 30 juin dernier, c'était les élections locales. Et le thème choisi cette année par les organisations, et les organisateurs plutôt, c'est Aïzon 2019 et le développement local. Alors, M. Agbabou, en quoi Aïzon de cette édition peut-il être le socle ou bien un facteur de développement pour la préfecture des Zior tout entière? Oui, ça c'est une question très intéressante, monsieur le journaliste, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Zior reste une préfecture essentiellement agricole. Et nous, à partir du moment où cette année, le gouvernement togolais avec à sa tête, le chef de l'État, Professeur Dynam Niassibé, a lancé un plan que nous appelons le PND, Plan National de Développement, avec son axe 2, qui veut faire de l'agriculture le socle d'une croissance économique résiliente. Eh bien, nous pensons que la fête Aïza, venir fêter, manger, partir, ce n'est pas seulement, Aïza ne serait pas seulement ça, mais Aïza va être plutôt une occasion pour repenser le développement de cette préfecture qui est essentiellement agricole. C'est pour cela que le thème choisi cette année, c'est le Aïza et le développement local. Et ça tombe bien parce que c'est cette année, le Togo, pour la première fois, a réussi ce à quoi certains ne s'attardaient pas, c'est-à-dire l'organisation en toute quiétude des élections locales qui lancent véritablement le développement de nos préfectures, de nos localités, de nos collectivités. Eh bien, Aïza veut s'inscrire dans cet axe du plan national de développement pour effectivement transformer nos richesses culturelles, nos richesses agricoles. Nous en avons plein dans les 16 cantons qui constituent notre préfecture pour vraiment répondre à cette préoccupation du chef de l'État et de son gouvernement qui veut faire donc de l'agriculture le socle d'une économique vraiment résiliente. Merci à vous, M. Agbabou Pierre. Je rappelle que vous êtes le vice-président du comité exécutif de Aïzon 2019. Alors voilà, Étienne Nabédé. À l'écoute, Gabriel. C'est ce que nous pouvons retenir de la 49e édition de Aïzon 2019. Et comme je l'ai dit, et tout est bien qui finit bien. Les populations sont en train de rallier les différents endroits retenus pour les festivités qui vont se poursuivre. Et nous allons vous revenir dès que le temps le permet dans la soirée pour les détails avec tout ce qui s'ensuit. Merci à vous. Oui, et Gabriel, en attendant, est-ce qu'il y a autre particularité liée à cette célébration cette année 2019? Oui, il faut le dire, Étienne Nabédé, la particularité, selon les organisateurs, quand nous les avons approchés, c'est la présence du chef de l'État. Sa présence a été d'une importance capitale pour l'organisation, mais il faut aussi souligner qu'il y a eu, ce qui ne se fait pas peut-être tous les ans, un défilé, mais qui n'a pas été fait avec de la même façon plutôt. Il y a des groupes qui ont démontré à travers les diverses danses de notre terroir, surtout des peuples élevés. On a vu entre autres la danse Gazo, Agbadia, il y a plein de... les Atirou, on a eu les Atifou également. En présence du chef de l'État, on a vu les prestations, c'était vraiment du spectacle et c'est un cachet spécial à mettre à l'actif de l'organisation de cet événement cette année. On peut se dire que voilà, c'est un peu la touche qui a marqué cette édition d'une manière particulière. Oui, et Gabriel Aïna, merci tout pour cette édition 2019. C'est toujours avec vous et par vous. Alors, nous vous souhaitons un bon retour à Lomé et bonne fête aux natifs et populations de Tivi. Autre
lieu, autre fête, la communauté musulmane de par le monde célèbre demain dimanche la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir ou fête de mouton. À la veille de ce rendez-vous qui marque la fin du Hajj, le chef de l'État-fort Essence Nanya Zingbe adresse ses vœux au roi et chef d'État du monde musulman. Bénédicte Kanda. Le président de la République fort Essence Nanya Zingbe a adressé ses vœux les plus ardents de bien-être, de paix et de progrès au roi et chef d'État suivants. Sa Majesté Abdallah II de la Jordanie, Sa Majesté Mohamed VI du Maroc, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud de l'Arabie Saoudite, Son Altesse Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Royale Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abu Dhabi, Son Altesse Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jabir Al Sabah du Koweït, Son Altesse Sheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani du Qatar, et à ses excellences Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte, Abdelkader Ben Salah de l'Algérie, Adama Barrow de la Gambie, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Ali Bongo Andiba du Gabon, Alpha Condé de la Guinée, Arif Alvi du Pakistan, Azali Assoumani de l'Union des Comores, Bachar el-Assad de la Syrie, Bahram Salih de l'Irak, Hassan Rouhani de l'Iran, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Idriss Déby Itno du Tchad, Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, Joko Widodo de l'Indonésie, Macky Sall du Sénégal, Mahamadou Issifou du Niger, Mahmoud Abbas de la Palestine, Mohamed Al-Nasser de la Tunisie, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed de la Mauritanie, Muhammadu Buhari du Nigeria et Recep Tayyip Erdogan de la Turquie. L'Aïd el-Kébir est la plus importante des fêtes islamiques, appelée encore Tabaski, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Quelle est l'origine de cette fête? Que symbolise-t-elle? La réponse dans ce magazine de Nihad Salifou, présenté par Aruna Mola. L'Aïd al-Adha, fête du sacrifice, ou l'Aïd el-Kébir, la grande fête par opposition à la fête, marquant la fin du jeûne du mois du Ramadan, commémore la soumission d'Abraham à Allah, symbolisée par l'épisode où le patriarche a accepté de sacrifier son fils Ismaël sur ordre d'Allah. Cette fête a lieu le 10 du mois de Dhul-Hijjah, le dernier mois du calendrier islamique, après la station sur le mont Arafat. C'est une commémoration qui marque la foi et la dévotion à Allah. El Hadj Adam Banya, imam adjoint de la mosquée de la place de la FAO à Lomé. Le prophète Ibrahim devait sacrifier son unique fils pour plaire à Allah, et Dieu, dans sa magnanimité, dans sa bonté infinie, a transformé le fils par le mouton. Et ce mouton avait été immolé par le prophète Ibrahim. Et depuis lors, après que les rites du Hajj, au lendemain de la montée du mont Arafat, eh bien on célèbre ce que nous appelons l'Aïd el-Adha ou la fête de la Tabaski. En souvenir de cette soumission totale d'Abraham à Dieu, les familles musulmanes sacrifient un mouton, mais parfois d'autres animaux en l'égorgeant couché sur le flanc gauche, la tête tournée vers la Mecque. Une partie de la chair de ce sacrifice bénéficiera aux plus démunis, affermissant ainsi la solidarité et l'assistance mutuelle telle que prescrite par Allah. Retrouvons l'imam Adam Banya. Et cela est toujours couronné par l'immolation d'un mouton, d'une chèvre, d'un bœuf ou d'un chameau. À quelques jours, on se demande si on peut vraiment être au rendez-vous. Mais par sa grâce, on arrive à faire nos immolations. Nous arrivons également à faire cette résistance populaire et c'est une occasion où tout le monde est invité. Il n'y a pas que des musulmans pour célébrer cette fête. Il y a tous notre environnement, tous ceux qu'ils soient athées, musulmans, chrétiens, qu'ils soient de quelque bord que ce soit. Tant qu'il vit autour de nous, il fait partie de la fête et il est toujours invité. L'Aïd el-Kébir, dit Tabaski, considéré par les fidèles comme la fête religieuse la plus importante, marque la fin du Hajj et le pèlerinage
à la Mecque. Les accidents de la circulation routière au Togo présentent des chiffres alarmants. Le bilan au premier semestre de l'année 2019 fait état de 3178 accidents ayant occasionné la mort de 354 personnes avec 4483 autres blessés. La situation a été présentée hier à la presse par le ministre de la Sécurité et des Transports. Nous retrouvons Aruna Moula. Du 1er janvier au 31 juillet 2019, les chiffres des dégâts humains sont croissants par rapport aux années précédentes. Cela est dû au comportement à risque que nous précise le commissaire divisionnaire Deji, chargé des statistiques. Les comportements à risque qui sont à la base des causes d'accident, il y a l'excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété ou sous l'influence des substances psychotropes, le non-respect ou l'absence de dispositions de sécurité, les casques, les ceintures de sécurité, le siège auto pour les enfants. Ensuite, la distraction au volant en raison de l'usage du téléphone portable, le non-respect du code de la route. Alors, en termes de causes principales des cas d'accident, les excès de vitesse, il y a 817 excès de vitesse qui ont été relevés par les services de police et de gendarmerie. Des dispositions idoines vont être prises en vue de faire baisser cette tendance. Le général de brigade, Yark Damham, ministre en charge de la sécurité. Je dirais que c'est trop, on peut faire mieux. Le constat, c'est que beaucoup d'usagers de la route ne passent pas le permis de conduire. Parce que le permis de conduire, c'est connaître le code de la route. Et beaucoup d'accidents, c'est parce que l'intéressé ou l'usager ne connaît pas le code de la route. Nous avons donné jusqu'à fin septembre que chaque usager de la route fasse un effort pour passer le permis de conduire. Les services techniques sont là pour organiser même des séances extraordinaires ou des séances foraines. Nous avons également prévu à partir de fin septembre l'usage d'alcotest. Certains conduisent en état d'ébriété. Le ministre Yark a saisi l'occasion pour tirer au clair les cas de braquage dans nos villes et la situation de certains auteurs de ces forfaits. Oui, et le ministre Yark Damham que nous retrouverons dans la deuxième partie de ce journal en tant qu'invité. Remise de prix d'excellence hier à 30 meilleures filles, toutes séries confondues de l'examen du baccalauréat, deuxième partie. C'est une initiative du gouvernement togolais avec l'appui du PNUD. Objectif, promouvoir l'éducation de la jeune fille et réduire de façon progressive les inégalités liées au genre. Madame Tchavinandi Kolani Nkiare, ministre de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Encourager et promouvoir l'excellence académique des filles est l'une des stratégies que le gouvernement a retenues pour réaliser un développement inclusif et durable. Ce développement inclusif et durable au profit de tous. Le programme de l'excellence académique et du leadership de la fille togolaise dans cette perspective vise aussi à encourager les filles à embrasser les filières scientifiques, techniques et technologiques qui offrent plus d'opportunités sur le marché de l'emploi. Comme nous le savons tous, les filles sont encore aujourd'hui sujettes à des considérations socio-culturelles qui les empêchent, entre autres, d'accéder à un cursus scolaire équitable devant leur permettre d'étudier convenablement en vue de préparer sereinement leur avenir et d'être des acteurs accomplis au même titre que les garçons. Cette cérémonie de remise de prix s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du programme de l'excellence académique et du leadership de la fille togolaise. Le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV a été installé vendredi à Lomé. Sa mission est d'accompagner les efforts du gouvernement dans sa lutte contre le terrorisme et autres actes qui menacent la sécurité des populations. Gabriel Aïna. Le décret portant organisation et fonctionnement du CIPLEV a été pris en Conseil des ministres le 15 mai dernier. Quelques mois après, le ministère en charge de la sécurité a, en collaboration avec les autres ministères engagés dans cette lutte, mis sur pied un bureau.
Il a pour tâche principale la prévention et l'éradication des actes de violence dans les zones affectées et de risque au Togo. Le comité est dirigé par le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Akobi Messan. La prévention de l'extrémisme violent est l'affaire de tous. Pour y arriver, nous devons chacun à son niveau œuvrer individuellement et collectivement pour éviter, voire éliminer les frustrations qui conduisent à la violence et au conflit. Les membres du CIPLEV ici présents entendent jouer pleinement leur partition pour l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés dans le cadre de ce comité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Yark Dameham, a convié le bureau du CIPLEV à tout mettre en œuvre pour la réussite de sa mission. La cérémonie d'installation du comité s'est déroulée en présence des ministres Payadoua Boupessi de l'administration territoriale et Tchabinandi Kolani Yentare de l'action sociale. Le CIPLEV compte 18 membres. Le séminaire de formation sur l'entrepreneuriat agricole initié par le journal Agri Digital a démarré ses travaux ce samedi. Il s'agit pour cette parution d'apporter l'information aux paysans sur les avantages des nouvelles techniques agricoles et les découvertes pour améliorer les cultures et booster les rendements. Pour Yaouvi Akoli, directeur général de Agri Digital, il faut relever les défis. La formation que le journal d'intelligence économique agricole Agri Digital organise ce jour 10 août à Lomé vient à la suite d'un constat que nous avions fait en parcourant toute l'étendue du territoire. On a été à Notchen, Kara, Dapan, où il y a un besoin d'accès à l'information. Parce qu'il faut que les gens puissent avoir les bonnes informations pour prendre de bonnes décisions. Nous disons aujourd'hui, on ne pourra plus faire l'agriculture comme cela se fait dans les temps anciens. Donc, il y a des technologies qui sont développées aujourd'hui. Il y a des techniques, des nouvelles techniques culturelles. Il faut que les gens puissent être formés et pour pouvoir assimiler, s'approprier de ces techniques-là et améliorer leur rendement. Ce communiqué de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique des candidats et des électeurs des communes de Loti Sud 1, Bassa 4, Wawa 1, AV 2 et Zio 4 que compte tenu de la spécificité des élections partielles du 15 août 2019 et afin de garantir l'intégrité du scrutin, le vote par dérogation et le vote des omis ne sont pas autorisés. Ainsi, seuls les électeurs dont les noms se trouvent sur les listes électorales de leurs communes respectives et qui sont effectivement détenteurs de leur carte d'électeur ont le droit de voter. Le président de la CENI compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous pour un bon déroulement de l'ensemble des opérations. Des dizaines de prétendants pour un seul fauteuil présidentiel en Tunisie. À quelques heures de la clôture des dépôts hier, 98 dossiers de candidature pour le scrutin du 15 septembre ont été enregistrés. Le premier tour de la présidentielle aura lieu 3 semaines à peine avant les législatives. L'instance électorale se donne jusqu'à la fin du mois pour annoncer les noms des candidats éligibles qui réunissent toutes les conditions nécessaires pour participer à l'élection. 41 militants de l'opposition camerounaise ont été condamnés jeudi à Douala à 6 mois de prison ferme. Ils sont accusés d'avoir participé à des manifestations contestant le résultat de la présidentielle d'octobre dernier. Aucun des militants condamnés n'était présent lors du jugement. 6 d'entre eux sont actuellement en prison, notamment la célèbre avocate camerounaise Michel Ndoki. Les autres comparaissent libres. Au Tchad, au moins 37 personnes ont été tuées en 3 jours de combat entre agriculteurs et éleveurs dans l'est du pays. Lors d'une conférence de presse hier, le président tchadien Idriss Déby a assuré que des mesures étaient prises comme la suspension des chefs traditionnels et le remplacement de certains gouverneurs. Concernant les élections législatives attendues dans le pays depuis 2015, Idriss Déby a affirmé qu'elles se tiendront dans le courant de cette année 2019. Autre sujet évoqué par le chef de l'État, la cherté de la vie et les récentes violences communautaires.
Invité du journal Magazine, les ministres en charge de la sécurité et des transports ont dressé hier le bilan de la sécurité routière au Togo au premier semestre de l'année en cours. Accidents de la route, décès et conséquences et dans une moindre mesure les dégâts, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cet exercice a permis au ministre Yark Damham de la sécurité et de la protection civile de présenter la situation du 1er janvier au 31 juillet 2019 et de faire la lumière sur certains cas de braquage et leurs auteurs. Le ministre Yark Damham nous en parle, il est au micro de Haruna Mola. Monsieur le général de brigade Yark Damham, vous êtes le ministre en charge de la sécurité. Donc, de la sécurité routière. Les statistiques présentées ce vendredi à votre cabinet sur les accidents et leurs conséquences sur les citoyens sont très inquiétants et font peur. Comment peut-on expliquer cette situation qui a quand même un peu baissé au cours du mois de mai? Encore une fois, et au nom du gouvernement, je voudrais présenter nos condoléances aux familles qui ont eu à perdre des parents au cours des accidents. Du 1er janvier au 31 juillet, 354 morts. C'est trop pour notre pays. On peut faire mieux, c'est-à-dire en réduisant d'abord le nombre d'accidents et le nombre de morts. Mais il faut aussi reconnaître notre parc automobile qui est en croissance, je peux dire exponentielle. Je crois que la voiture coûte de moins en moins cher. Et ça explique un peu cette croissance exponentielle de notre parc automobile. Et ça va ensemble avec tout ce qui est comportement de l'usager. Il y a plus de véhicules. Il y a plus de motos, il y a de cela 4-5 ans, les chiffres ne sont pas les mêmes. Nous avons aussi constaté, moi j'ai constaté, peut-être certains ne l'ont pas fait, à partir du mois de juin, il y a une certaine diminution. Je crois à la fin de l'année, lorsque nous nous sommes retrouvés, une des mesures à prendre, c'était d'envisager de mettre des postes de la division routière à Blita, à Nyonche et à Palimé. On ne s'est pas trompé, parce que ces postes ont contribué à diminuer sensiblement le nombre d'accidents dans ces régions. Comment se présentent les statistiques par engin? C'est les motos qui battent le record. C'est dommage. Quand le directeur des transports routiers, il a essayé avec le ministère d'encourager, de sensibiliser les conducteurs de motos à passer le permis de conduire. Le permis de conduire, ça ne se résume pas à la carte, mais ça concerne beaucoup l'utilisation, l'apprentissage du code de la route. Parce qu'il y a la partie technique, orale, pratique. Donc quelqu'un qui a fait passer le permis, ça veut dire il apprend beaucoup de choses dans le livre du code de la route avant d'aller se présenter. Malheureusement, nos compatriotes motocyclistes ont encore du caillou dans le pied. Parce qu'ils se disent, permis ou sans permis, je peux piloter ma moto. Avec les conséquences que nous venons de voir. Qu'est-ce qui se fait pour réduire sensiblement les accidents, Monsieur le ministre de la Sécurité? La division de la sécurité routière, la DOSI, le ministère des Transports ont organisé pas mal d'ateliers, de séminaires. Les responsables des syndicats des transporteurs ont organisé pas mal de séminaires et d'ateliers pour amener les uns et les autres à passer le permis. La mesure que nous avons prise, aujourd'hui on arrête un motocycliste, il n'a pas de permis, sa moto a en fourrière. Et la fourrière, ça veut dire ce que ça veut dire, y compris même les journalistes qui ont des motos mais qui n'ont pas le permis. C'est vrai, vous allez écrire, nous allons encaisser, mais c'est pour la bonne cause. On a besoin de vous, pour que vous puissiez aller faire le reportage. Nous sommes des partenaires depuis fort longtemps. Vous êtes le ministre en charge de la sécurité routière. Que faire, Excellence? Aidez-nous à sensibiliser tout le monde à passer le permis de conduire. Nous allons accentuer, je ne dirais pas la répression, mais les sanctions. Quand il y a une loi qui a été votée sur le code, nous allons l'appliquer dans toute sa rigueur. L'objectif étant de sauver les vies, de préserver nos concitoyens des conséquences néfastes, désastreuses des accidents de la circulation. Voilà le commentaire que je voulais faire pour les statistiques. Abordons à présent un deuxième sujet, celui qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit des braquages à Lomé et précisément de la neutralisation de 2 individus dans la nuit du 27 au 28 juillet dernier. Général de brigade Yark Damham, qu'en est-il exactement? Nous sommes souvent peinés d'apprendre qu'il y a braquage, il y a vol à main armée, il y a cambriolage. Et je l'ai dit aussi tantôt, le gouvernement a décidé de mettre tout en œuvre
on ne peut pas finir les voleurs, ça est sûr. À l'heure où je parle, peut-être on est en train de mettre au monde un voleur. À l'heure où je parle, peut-être quelqu'un est en train de voler le porte-monnaie de quelqu'un, ainsi de suite. Mais nous allons faire le maximum. Souvent, ce qui est sensationnel ou ce qui vraiment apporte un écho qui dépasse nos frontières, c'est le braquage de nos concitoyens qui sortent des banques. Mais je peux vous dire, depuis 1 mois et demi, on n'a pas encore enregistré de braquage d'un compatriote qui est sorti d'une banque ou d'un supermarché, ainsi de suite. Ou les gens qui transportent des fonds pour l'extérieur ou les médias en général, souvent nous posent la question où est-ce que nous restons et il y a braquage. On a beau leur expliquer que nos forces sont partout, mais on ne peut pas aussi mettre un policier, un gendarme ou un militaire à chaque centimètre. Il y a des cas comme ça qui arrivent. Notre capitale fait frontière avec un pays voisin. Vous arrivez au niveau de Yokwe, si vous fermez les yeux, pendant 2 minutes, vous vous retrouvez dans un autre pays. Et cette situation favorise beaucoup la criminalité. Vous savez, on n'a pas le droit, sauf en cas d'assistance policière, de rentrer sur un autre territoire, mener des actions. Et ces compatriotes, je dirais, qui sont de mauvaise moralité, après leur forfait, tout de suite, ils sont au Ghana. En temps, nous avons instruit la police de saisir toutes les motos immatriculées au Ghana, qui reviennent sur notre territoire. Vous allez à Aflao, je peux vous dire que 70% des motos que vous trouvez, c'est des motos volées à Lomé et dans les environs. Et ceux qui le font, c'est aussi nos compatriotes avec certains des pays voisins. Je ne dis pas qu'à l'est aussi on ne voit pas nos motos volées, même au nord. Et lorsqu'on fouille, ce moment correspond à la sortie massive des condamnés. Au mois de décembre 2018, il y a eu pas mal de 300 et quelques compatriotes qui étaient au repos quelque part, qui ont recouvré encore leur liberté. Certains s'amendent. Pourquoi je me suis retrouvé là-bas? Je ne veux plus recommencer, je ne veux plus poser cet acte. Mais d'autres disent, c'est ce qu'ils vont faire matin, midi, soir. Et c'est ça qui explique un peu ce que nous avons vécu ces derniers mois. Venons-en à l'événement qui fait la une des journaux. Dans la nuit du 27 au 28 juillet 2019, le groupement d'intervention de la police nationale a eu à neutraliser 2 braqueurs. Ils ont commencé par flécher. C'est une exécution extrajudiciaire. Le gars, c'est un peintre. On n'a jamais vu son chantier. On n'a jamais vu son certificat de fait d'apprentissage de peintre. Il y a même une, je ne sais pas s'il faut l'appeler ONG ou une association qui a pris sur soi d'aller faire les enquêtes. Cette association, c'est le mouvement Martin Luther King. Il est allé dans le village pour interroger la famille. Elle a le culot de dire qu'on est venu prendre les gens à la maison. Je me réjouis aujourd'hui, la Commission nationale des droits de l'homme a pris sur soi de mener les investigations. Mais il y a certains éléments à vous communiquer. Pour dire que ce peintre, qui n'est pas voleur, c'est quelqu'un qui est connu par nos services. Le nom, c'est Amouzou Kofi Félix, dit cimetière. Pour la petite histoire, pourquoi il s'est surnommé cimetière? Lorsqu'il vous agresse pour votre moto et vous résistez, vous vous retrouvez au cimetière. Voilà où il a trouvé le surnom cimetière. Pour la première fois, il a été pris par nos services le 25 mai 2011. Et le motif, le nommé Amouzou Kofi Félix, a été surpris en train de toucher quelque chose sur la moto du nommé Ekpe Yaovi, Eric, qui a garé sa moto devant sa maison et a pris la clé des champs. Donc c'était dans une tentative de vol de moto. Il a été surpris, il a pris la clé des champs. Il a été déféré. Deuxième élément, le même Amouzou Kofi, ici on dit les menuisiers, il a été arrêté par le SRI, le service de recherche et d'investigation de la gendarmerie, le 12 février 2012. Donc après un premier séjour en prison, il est ressorti. Et il a été pris suite au vol de moto. Ça c'est deuxième fait. Il a aussi été déféré en prison civile. Troisième fait, mais une chose est sûre, nous avons instruit nos éléments. Sur le terrain, la légitime défense est reconnue par tout le monde. Par tout le monde. Pas de soi-même, mais d'autrui. Lorsque on surprend un braqueur qui agresse ou qui attaque, s'il y a la police, il y a la gendarmerie ou il y a les militaires là-bas, l'élément doit réagir. Pas seulement pour se protéger, mais pour protéger l'autre citoyen qui est en train d'être agressé. Donc, notre Amouzou a été pris une troisième fois. Je dis souvent quand ils vont là-bas, je ne sais pas s'il y a un collège ou une université, ils montent en puissance. Il a été pris pour vol qualifié, complicité de vol. Maintenant, c'est la brigade d'Agou. Il a fait la brigade de Sagbado, il a fait le SRI, maintenant il est allé à Agou.
aux environs de 23 heures dans l'enceinte de la COPEC CFA d'Agou. Vol à l'issue duquel le nommé Amouzou Kofi, impliqué et en fuite, a été retrouvé appréhendé à Lomé et conduit ce jour, 19 mars 2015, à l'unité pour des mesures qui s'imposent. Donc, quand ils ont cambriolé la COPEC à Agou, ils ont emporté le coffre. Il a naturellement été déféré en 2015 et il est sorti de prison en 2018. Je ne sais pas si c'est en 2018 il a appris le métier de peintre ou c'est avant, ou menuisier ou c'est avant. Donc, ça pour vous dire que la presse devait, certains l'ont fait et d'autres continuent par le faire, de féliciter cette unité. Nous avons toujours instruit nos éléments d'être présents sur le terrain. C'est le gris-gris, ça, contre le malfaiteur. Il faut être là. Et ce jour-là, lorsqu'ils ont senti qu'ils étaient suivis, avec son pistolet de fabrication artisanale, il a ouvert le feu sur les éléments de la police. La riposte ne doit pas se faire attendre. On n'a pas besoin de crier pour qu'ils ripostent, sinon eux-mêmes ils risquaient leur vie. Donc je voulais, avec peut-être ce récit, vous dire que nous n'avons aucune raison d'aller prendre des compatriotes de leur maison pour aller leur faire du mal, pour aller les exécuter. Je sais, la CNDH continue ses investigations, mais pour demander à la presse peut-être d'attendre la fin des investigations de la CNDH, je crois qu'il est inutile de revenir sur cette polémique. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Écho du Palais. Les audiences de la Cour d'assises de Lomé se sont achevées samedi dernier à Lomé. Sur les 64 dossiers traités durant les 3 semaines, figure celui sur les détournements des deniers publics. La Cour a condamné 5 accusés à payer la somme de 17 milliards de francs CFA à l'OTR, Office togolais des recettes. Retour sur les faits, Hélène Assabi. Des arrestations ont été menées parmi les agents de l'Office togolais des recettes, OTR, il y a de cela quelques années. Elles font suite à l'arrêt des opérations des déclarations douanières constatées dans la base de données Sidonia. La manœuvre, selon les experts, avait été menée afin de faire disparaître des preuves compromettantes de détournement de fonds. Nonobstant cet acte de sabotage, les auditeurs et autres enquêteurs ont pu remonter la piste des auteurs de ces actes et les résultats des enquêtes ont révélé que plus de 17 milliards de francs CFA ont été ponctionnés des comptes de l'OTR. Les 5 agents qui avaient été mis aux arrêts depuis 2015 ont comparu devant la cour d'assises de Lomé. À la barre, les accusés ont tous avoué avoir détourné chacun 8 millions de francs CFA, une somme que réfute l'OTR, estimant que le préjudice s'élève plutôt à 17 milliards de francs CFA. Le rapport de l'audit fourni par l'Office a été réalisé sur la période de 2008 à 2012, alors que les accusés ont été recrutés en 2011, ce qui voudrait dire que d'autres employés aussi se donnaient à cet acte de détournement des deniers publics au sein de l'institution. En conclusion, les 17 milliards volés ne devraient pas être attribués à ces 5 individus, a révélé Maître Kelouani Malia, membre du Collège des avocats de la défense. Mais le jury n'a pas trop fait cas de cette plaidoirie, reconnaissant au final la culpabilité des 5 prévenus qui ont été condamnés à 6 et 8 ans de réclusion criminelle et à payer à l'OTR la somme de 17 milliards de francs CFA. Maître Babagui, qui fait partie du collège d'avocats chargé de défendre les accusés, se dit déçu. On espérait que la condamnation allait couvrir la détention déjà faite, c'est-à-dire 5 ans. Mais la Cour a estimé que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait les condamner à 6 et 7 ans respectivement. Nous, on avait pensé dans la défense que la détention déjà couverte, puisque ça dépasse déjà le minimum requis par la loi, puisse recouvrer ce soir leur liberté. Mais ce qui n'a pas été le cas. On avisera de ce qu'on fera dans la suite. Parce qu'il faut que les conseils se réunissent et il faut qu'on ait les instructions de nos clients aussi. À samedi prochain.
Et du sport, pour clôturer cette édition, l'équipe féminine de basketball du Sénégal accueille le championnat d'Afrique des Nations Afro-Basket 2019 de ce samedi et jusqu'au 18 août prochain à Diamniadio, près de Dakar. C'est une occasion en or pour les Sénégalaises de redevenir reines du continent après avoir perdu face aux Nigérianes en finale de l'Afro-Basket 2017. Nous retrouvons Aruna Moll. Le 24e championnat d'Afrique des Nations féminines de basketball, Afro-Basketball 2019, ne qualifie ni pour la Coupe du Monde ni pour les Jeux Olympiques. Tout juste sert-il de présélection pour les qualifications au JO 2020. Cet Afro-Basket féminin 2019 n'en revêt pas moins une importance cruciale pour l'équipe du Sénégal parce qu'elle va disputer ce tournoi à domicile pour la première fois depuis 2007 et parce qu'elle reste sur une cinglante défaite 48-65 en finale de l'édition 2017 face au Nigeria. Pour les Sénégalaises qui ont remporté le tournoi 11 fois et qui ont fini 21 fois sur 23 sur le podium, c'est une affaire de suprématie. Ne pas soulever le trophée dans une Dakar Arena qui accueille son premier grand tournoi serait un immense échec. Sur leur route, les Lionnes de la Teranga trouveront tout d'abord les Ivoiriennes ce samedi, puis les Égyptiennes le 13 août, deux adversaires qu'elles ont affrontés lors d'un tournoi de préparation. Si elles finissent premières du groupe A, les Sénégalaises s'épargneront un passage par les playoffs équivalent des huitièmes de finale et seront directement qualifiés pour les quarts de finale de cet Afro-Basket féminin 2019. Un mot de football pour refermer cette page. Premier tour aller des coupes africaines. Les clubs togolais sont au front ce week-end. La SCK joue en déplacement contre les Buffles de Borgou au Bénin, tandis que Maranatha de Fiokpon reçoit à Kégué le club libérien de l'Iskra. C'est ce dimanche. Début également ce dimanche de la 3e édition du tournoi inter-église Jad Food. 14 équipes sont en lice dans la poule A. On retrouve Sogbo-Sito, Vako-Sito, Solidarité et Badago. Les Gbasito, Belgique et Anonkui se logent dans le groupe B. Dans la poule C, on a Agoué Centre, GTA, Kakameli, Angomé. Puis dans le groupe D, Agbalepedo, Lomé 2, Djidjolé. Les aires de jeu de l'EPP Sogbo-Sito et CG Agoué Centre abritent l'événement. Et puis le tournoi Trophée Laba Fodo se poursuit ce week-end sur le terrain Léopard à Klikamé à Lomé dans la poule D. Tout à l'heure, JCA reçoit Zilifa et à 15h30 face à face Éclair Foot Pirate AC. Demain, dans la poule D, à 13h30, Amidou FC sera face à Promus et à 15h30, Sahara FC jouera à Debayor AS. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal magazine Pluriel. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles à Radio Lomé.